Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Rokhaya Daba Fall, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pendant le sommet mondial des femmes de l'industrie. Madame Rokhaya Fall, vous êtes CEO de Governing African Development, qui est basé au Sénégal, que vous avez créé en 2014. L'objectif de cette organisation, c'est permettre aux instances du continent africain de se baser sur les ressources du continent pour permettre à ce que le continent puisse s'auto-nourrir, s'auto-gérer en fait avec ses propres ressources et permettre aussi aux instances de l'extérieur de venir renforcer ces ressources-là, mais sur la base équitable de ce que le continent aura défini. Donc pour ce faire, vous mettez en place une plateforme d'experts qui propose ces services aux organisations internationales et au gouvernement sur place. Avant ça, vous avez travaillé à la FAO pendant plusieurs années sur toutes les questions, notamment la direction de la Centrafrique, sur toutes les questions qui concernent bien évidemment l'agriculture, la forêt, ainsi de suite. Vous étiez fonctionnaire de votre pays au Sénégal et je rappelle que vous êtes ingénieur agronome en pédologie, qui est la pédologie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la science des sols en fait. Donc Madame Fall, je suis ravie de vous avoir sur le plateau de Femmes et Pouvoir et très rapidement je vous demande pour vous qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Pouvoir. Le mot pouvoir est plein de sens. Pour moi, en tant que femme, pouvoir, c'est avoir la capacité de décision et de gouverner son devenir. Pouvoir choisir, avoir la capacité de choisir ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait pour notre pays, ce qu'on aimerait pour les générations futures, c'est être en mesure de décider de ce qu'on veut, dans toutes circonstances. Ça peut être au niveau étatique, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du travail, savoir choisir, avoir cette capacité de choix. Le pouvoir, c'est pas pour moi avoir plus que l'autre pour pouvoir l'anéantir. C'est juste avoir cette capacité de choix. Ça se pose en termes de choix. Est-ce que cette capacité de choisir, cette liberté, vous pensez qu'elle peut se traduire facilement dans son environnement personnel et professionnel, dans un environnement culturel africain, je veux dire? Si c'était seulement l'environnement culturel africain, je pense que ça aurait pu se traduire de façon très claire, très nette pour toute femme. Parce qu'en fait, ce que nous avons perdu en Afrique, c'est cette société matriarcale. Nos sociétés étaient matriarcales. Et donc la femme avait cette liberté de choix, avait cette liberté de décision et de participation au choix des communautés et au choix des pays. Et c'était clairement ainsi, nos sociétés. Mais avec l'infiltration religieuse, d'abord, ensuite l'infiltration coloniale, on a perdu cet aspect matriarcal de nos sociétés. Ce qui fait que la femme a été réduite de plus en plus à l'arrière-chambre. Et en étant à l'arrière-chambre, les choix se sont limités. De plus en plus, on décide à sa place. Et quel que soit là où elle est, on décide à sa place. Même si parfois, on est obligé de la mettre devant, mais on aura décidé déjà à sa place avant de la mettre devant, parce qu'on a décidé de la mettre devant. Donc, c'est difficile de demander à ce qu'on retourne en arrière, mais c'est bon d'évoluer en gardant nos valeurs. Et une de nos valeurs principales, c'est bien cette société matriarcale. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Mais quand je vous entends, quand on décide pour elles, est-ce que vous pensez qu'elles sacrifient vraiment quelque chose ou elles font avec ce qu'elles ont, sans avoir forcément le choix? Quand on décide pour la personne, c'est là où il y a le sacrifice le plus lourd.
avoir le pouvoir, certes, parce que la femme, c'est le pilier de la société. Quelle que soit l'évolution dans les sociétés, la femme porte la famille. Donc, parfois, quand c'est très, très difficile d'avoir le pouvoir, il peut y avoir on est obligé de laisser de côté, surtout quand les réglementations ne le permettent pas. Au Canada, ça le permet de plus en plus. Oui. Ailleurs, en Europe aussi, ça le permet de plus en plus. On a des congés de paternité, etc. Mais ailleurs où ça ne le permet pas, où c'est la femme qui doit s'occuper essentiellement de la famille et qui veut en même temps avoir pouvoir de décision dans la société, évidemment, il y a des négligences. On est obligé de laisser de côté certaines choses pour cela. Mais ce qu'on perd plus, c'est quand on décide pour soi. Donc ce qu'on perd en prenant le choix de balancer n'est pas grand-chose par rapport à se laisser être un instrument de la société, c'est-à-dire laisser qu'on décide à sa place pour tout. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce type de réflexion avec d'autres femmes? Est-ce que c'est un sujet dont les femmes ont conscience? De plus en plus. Tout à l'heure, vous avez dit que Governing African Development, c'était beaucoup plus sur les ressources naturelles et leur gestion, parce que l'Afrique est riche. Et l'Afrique ne peut pas continuer à être pauvre. Riche et pauvre en même temps. C'était ça au départ. Mais on s'est dit aussi que peut-être une des mamelles de l'Afrique, c'est la femme. C'est la femme qui s'occupe de beaucoup de choses. Donc on est allé vers l'organisation de ces femmes-là, à tous les niveaux. Les mettre, créer des zones de confiance, des zones d'assurance, des zones où la femme peut échanger avec l'autre de ses propres problèmes. On a appelé cela Woman Zone. Et au niveau de ces zones, on partage justement comment faire pour pouvoir décider nous-mêmes de ce que nous voulons pour nos enfants, décider nous-mêmes de là où nous voulons aller, du point de vue du choix de développement, du choix de l'éducation que nous voulons pour nos enfants. Et donc, c'est des cadres que nous avons au niveau universitaire, que nous avons au niveau des écoles, au niveau des quartiers. Et pour répondre à votre question, nous allons vers ce sens-là de partage de notre vécu pour aller justement vers la maîtrise de ce pouvoir-là qu'il nous faut en Afrique pour aller de l'avant. Est-ce qu'une fois que cette maîtrise aura été faite, ça permettra de renforcer peut-être les politiques publiques qui sont mises en place par les organisations? Est-ce que vous pensez que les organisations doivent mettre en place une politique qui est spécifique, encore plus que ce qui existe aujourd'hui? Tout à fait, parce que c'est tout simplement la loi de protection du faible. Parce que quand on sent que quelque part on est faible, il faut renforcer cette partie-là pour pouvoir se tenir debout. Et la société actuelle, la société africaine de façon particulière, la faiblesse se trouve au niveau de la femme. Donc institutionnellement, on doit pouvoir promouvoir et renforcer la femme dans tout. Et même faire une discrimination positive. Comme les quotas, par exemple. Oui, comme les quotas, en faisant de telle sorte qu'on ne nous dise pas demain, on a fait la parité, on a fait les quotas, mais vous avez failli. C'est trop facile. À la base, il faut permettre à la femme d'être éduquée, d'avoir la même capacité de recevoir cette éducation, d'instruction et d'avoir donc tout ce pouvoir, toutes ces capacités de pouvoir agir au niveau des instances. Donc, on peut pas... Et aussi lui donner la possibilité de se tromper parce qu'on n'est pas infaillible. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas nous demander d'être la perfection parce que ça n'existe pas là où on ne le demande pas à l'homme. Donc, on a le droit de se tromper, comme vous dites, et on a surtout le devoir et le droit de pouvoir acquérir les moyens de faire moins de fautes et d'aller de l'avant. Et la femme, elle est perfectionniste. Un peu trop. La mairesse de Montréal dit souvent que les femmes se sous-estiment de 30%
et que les hommes se surestiment de 30%. Je dirais même plus que cela, parce que les hommes se surestiment de façon totale, parce que tout simplement le pouvoir leur est donné. Et partout, un homme peut se présenter sans capacité, mais dire qu'il le peut, parce que c'est un homme, et c'est ainsi. Alors que la femme, même si elle a toutes les capacités requises, devant un public d'hommes, elle hésite encore. Et c'est ça qu'il faut qu'on renforce les Women's Zones. Il faut qu'on ait cette assurance-là. Parce que parfois, on en a beaucoup plus à donner qu'un homme, mais on hésite souvent. On manque d'assurance, on manque de confiance, et ça, c'est la société qui le fait. Très bien, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Madame Rokhaya Dabafal, où nous parlions du fait que les femmes doivent avoir confiance en elles, elles ne doivent plus hésiter parce qu'elles ont beaucoup plus à donner que les hommes, où en général les femmes, on est tout le temps en train d'hésiter, de se dire « je n'ai pas la possibilité de le faire », ainsi de suite. Madame Fall, quelle est la phrase, le proverbe, la devise qui vous inspire le plus ou qui illustre le plus vos propos ou vos engagements? Je ne sais pas si c'est un proverbe ou devise, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me rappelle, quand vous me parlez de ça, je me rappelle d'une seule chose qui m'était dite tout le temps par mon père. Parce que je viens d'une grande famille, il y a équitablement 5 hommes et 5 femmes. Wow. Et il nous disait toujours, c'est par votre comportement. Votre comportement. Ce que vous voulez, vous le sortez dans votre comportement. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et vous comporter comme son contraire. Donc, comportez-vous tel que vous voulez qu'on vous considère et tel que vous voulez que la société marche. Et ça m'est resté, ça a été tout le temps ma devise. Dans toute chose, je prends les choses comme moi je voudrais que cela se passe, avec la considération que je voudrais qu'on apporte à la femme de façon globale, à moi-même en tant que femme, et je n'attends rien parce que je suis une femme et que je me sens faible. Donc je n'attends rien par rapport à cela, je fais pour. Tout simplement. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Dans les exemples... Oui, vivant ou décédé d'ailleurs. Hein, mais s'il y avait un homme ou une femme d'État qui vous inspire vraiment, que vous dites, si moi je devais être à la tête d'un pays, j'aimerais ressembler à telle personne. Il a été très jeune, peut-être trop fougueux, je n'ai pas son âge, mais il a toutes les idées que j'aurais défendues, mais peut-être certainement autrement. C'est Thomas Sankara. Et si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Et pourquoi? Hey, changer le monde, ça passe par la femme. Donc je commencerai par donner droit à l'éducation à toutes les femmes, où qu'elles soient. Quand je le dis comme ça, parlant sur un plateau canadien, peut-être que ça n'a pas trop de sens, mais je parle sur l'optique que ça a du sens. De l'Afrique. Si toutes les femmes avaient la possibilité de s'instruire, la possibilité d'avoir de l'éducation telle que pour le développement de l'Afrique, je ne parle pas tout simplement d'apprendre des leçons. C'est une éducation ciblée, une éducation qu'il nous faut. Si toutes les femmes africaines pouvaient avoir cette possibilité, je pense que là viendrait un changement global par la base, parce que c'est l'Afrique qu'on dit traîner vers le bas tous les objectifs qu'on a décidés au niveau international, comme les OMD, comme les SDJ. On dit toujours, quand on en fait le constat, après quelques années, on dit que c'est l'Afrique qui tire vers le bas les résultats obtenus de façon globale.
ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, oui. Parce qu'on a tout pour être au-devant et tirer vers le haut. Parce que ces objectifs nous parlent beaucoup plus que ça ne parle ailleurs. Et nous avons les ressources nécessaires. Et si la femme était au cœur de cela, si au niveau africain, on avait confié à la femme ce qui lui revient, si on lui avait donné le pouvoir de l'éducation pour aller dans ce sens-là, je pense que les choses seraient différentes. Complètement différentes. Et tant qu'on n'a pas, à mon avis, tant qu'on n'a pas fait cela, ça peut être difficile d'arriver vraiment à ces objectifs globaux qu'on a décidés ensemble. Et pourtant, ça fait partie des grandes, des axes d'intervention que promeuvent tout le temps les institutions internationales, et ainsi de suite. Il y a énormément d'argent qui sont mis sur l'éducation. Comment ça se fait que malgré tout, ça ne touche pas la base et qu'on n'arrive toujours pas à avancer? Parce que ce que vous dites, ça fait sens. Et ça ne me paraît pas si difficile que ça à mettre en place. Et pourtant, ça paraît juste insurmontable pour l'instant, en fait. Oui, parce qu'en fait, quelque part, enfin à mon sens, on voit la chose évoluer. C'est une réalité. Quand on va au Sénégal, quand on va dans d'autres pays, il arrive des moments où il y a un quota de femmes supérieur aux garçons, un quota de filles supérieur aux garçons à l'école primaire. On voit que du point de vue aussi de la réussite, les filles sont en avant par rapport aux garçons, mais quand on arrive à l'université, on les voit beaucoup. On n'en voit plus parce qu'entre-temps, il y a beaucoup qui sont partis. Qui sont partis. Pourquoi? Voilà les pesanteurs qu'il faut adresser. Ces pesanteurs-là, d'abord, il y a tout simplement les violences aux femmes, qui ne sont pas des violences parfois physiques, mais qui sont des violences verbales, qui sont des violences qui sont là, qui font que la fille n'a plus envie de continuer. Chaque matin qu'elle va à l'école, c'est surhumain, parce qu'il y a toutes les violences qu'elle rencontre en chemin. Il y a toutes les violences qu'elle rencontre dans la classe, famille. Dans la famille, etc. On lui donne d'autres critères de réussite. Donc il y a tout cela, en dehors des violences, il y a tout simplement qu'on lui demande de réussir autrement. Une femme, ce n'est pas pour le diplôme, c'est pour être mère, c'est pour pouvoir avoir des enfants, s'occuper de son mari, etc. Des clichés. Il y a beaucoup de contraintes qui font que la fille n'arrive pas à être la femme de pouvoir au bout du compte de son éducation. Très peu y arrivent et vraiment au prix de beaucoup de sacrifices. Des fois, elles y arrivent. Donc, c'est vrai que c'est dans les programmes internationaux, mais il y a aussi toutes ces contraintes qu'il faudrait, dans ces programmes-là, que ça soit beaucoup plus inséré et que les autorités locales puissent aussi s'approprier ces démarches-là. Si vous étiez un animal, Madame Fall, lequel seriez-vous? Un animal. Pour la fidélité, j'aurais choisi le chien. Est-ce que vous nous avez apporté une photo, un objet, quelque chose qui vous symbolise le pouvoir et la féminité? Parce qu'en préparant cette rencontre, on vous a demandé de nous apporter un objet. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Très sincèrement, quand vous m'avez dit ça, j'ai dit un objet. La première chose, je me suis dit, une fois j'étais avec mon mari dans un supermarché et je choisissais un porte-monnaie. Et il y avait juste une partie où on pouvait mettre les pièces. Et mon mari disait, oui, moi j'aimerais bien aussi ce genre-là. Le gars lui dit, non, les pièces, c'est pas pour les hommes. Les hommes, c'est les billets. C'est la femme qui s'occupe des petites courses. C'est pour ça que c'est... Alors j'ai pensé au porte-monnaie, puis après j'ai dit non. On n'est pas là seulement pour gérer les petites choses. Et j'ai dit, c'est ça. C'est aussi fin. Et c'est aussi ça, le pencil,
le crayon, qui symbolise l'éducation, qui symbolise le pouvoir, qui symbolise partout où la femme voudrait un jour arriver et faire de telle sorte qu'elle puisse gouverner elle-même son destin. Très bien. Si une petite fille regarde notre entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Madame Rokhaya Daba Fall », qu'est-ce que vous lui diriez? Ah, je lui dirais, tu peux être beaucoup plus que celle-là. Celle-là s'est battue, elle continue à se battre, mais toi, tu seras encore plus que cela, parce que tu vas entraîner beaucoup plus de femmes qu'elle n'a pu entraîner là où elle est. Vous êtes une femme de pouvoir, Madame Fall. Quel est votre super pouvoir? La négociation, la persuasion, que j'ai appris qu'il fallait nécessairement savoir négocier. Savoir négocier, savoir démontrer, savoir juste convaincre. Quelle que soit la situation, crise ou pas, savoir juste indiquer, partager, négocier. Très bien, ça sera le mot de la fin. Ça a été un grand plaisir de vous avoir et on en a tellement appris que j'aimerais tellement que ça continue. En fait. Le plaisir est tout à fait partagé. Merci beaucoup. Merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook, bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur le site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.